Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de la chaîne du coup. On se retrouve avec un petit blazer parce que ce matin j'étais en entretien d'embauche. Et justement ça m'a fait penser aux entretiens, aux études et tout le bordel. De mes méthodes, de ce que j'ai fait comme études et tout le reste. On va voir ça maintenant. Déjà, on va commencer par mes études, ce que j'ai fait, etc. Donc, comme je vous ai dit dans la présentation, j'ai passé mon bac STAV, Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant. Donc, j'ai fait ça en fait, du coup, sur 2 ans. J'étais à l'internat pendant 2 ans à Saint-Maximin, première terminale. Donc, à la base, je voulais faire ostéopathe animalier. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce qu'il y avait 5 ans d'études, qu'à l'époque, c'était pas encore un diplôme d'État. Parce que là, ça y est, actuellement, c'est un diplôme d'État. Mais du coup, ils ont augmenté les coûts et à l'époque, c'était déjà très cher, c'était 35 000 euros les 5 ans. Je me suis réorientée. Qui dit réorientation dit tout le bordel de l'administratif, des recherches, des informations. À l'heure actuelle, c'est difficile encore de savoir ce que je veux faire pour toute ma vie, mais on va en parler. On va notamment parler aussi de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Je pense que je vais en reparler dans une autre vidéo parce que je suis aussi auto-entrepreneuse et je cherche à la fois du taf à côté. Après mon bac, je me suis orientée et j'ai commencé une MANA, mise à niveau en art appliqué. Je l'ai faite à l'ESDAC à Marseille pendant 1 an, la MANA, donc mise à niveau. Et après j'ai fait 2 ans de BTS, enfin 3 ans du coup parce que j'ai redoublé la dernière année, mais j'ai fait 2 ans de BTS, pardon. Donc en tout, j'ai fait 4 années d'études dans le design graphique. Alors, maintenant, il n'y a plus de MANA. Ils ont décidé de tout regrouper en bachelor. Donc, c'est un bac+3 obligatoire. Et du coup, la MANA n'existe plus à l'heure actuelle. Moi, toutes les années, je suis passée à chaque fois aux réformes. Mais moi, je vous parle de mon expérience personnelle encore une fois. La MANA, c'était design de produits, design de mode, design d'architecture et design graphique. Et en fait, à la fin de l'année de MANA, on devait choisir entre une des 4 spécialités et j'ai choisi le design graphique. En design graphique, j'ai fait mon BTS. Le dossier pro était composé de 3 projets pro et il y avait en fait un dossier professionnel à la fin à rendre et le dossier de stage. Donc c'était quand même assez conséquent. Le BTS n'était vraiment pas si simple que ça. Même si les cours en soi étaient relativement simples, que c'était vraiment du par cœur et que on pouvait s'en sortir facilement. Tout ce qui est côté créa, ils cherchent vraiment à chaque fois du renouveau, de l'originalité. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément mon fort. Mon premier dossier de ma 2e année de BTS était sur les troubles dys, donc dyslexie, dysphasie, etc. Je vais peut-être vous mettre ma vidéo, du coup, celle que j'avais faite. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait en intéresser plus d'un, je pense. Parce que beaucoup de personnes sont dyslexiques, dysphasiques, etc. Donc ça peut toujours intéresser des gens. Je suis Enzo, j'ai 14 ans et je suis atteinte de dysgraphie et dyscalculie. Je suis Luna, j'ai 12 ans et je suis atteinte de dyslexie, dysphasie et dyspraxie. Au collège, on me dit que j'ai du mal à écrire et que mon écriture est moche. Je confonds aussi certains chiffres et j'ai du mal à résoudre un problème de maths. Toute ma primaire a été difficile. Mes parents m'aident à comprendre les consignes mais j'ai du mal. On me dit que je ne comprends jamais rien, que j'ai du mal à m'exprimer et que je ne me concentre pas en cours. On ne m'a jamais décelé de pathologie. Je pensais que j'étais différent. Je restais seule car je lisais et que je n'avais pas les mêmes discussions que mes amis. Je vois une orthophoniste mais je sais que mes problèmes resteront toute ma vie. Je fais de mon mieux pour avoir de bonnes notes à l'école. Et c'est dur dans la vie de tous les jours, je ne me sens pas normale. Heureusement, au fil du temps, j'ai appris à me débrouiller seule. Je peux surligner les mots importants, écrire plus gros, demander de l'aide à mes profs, mes amis ou mes parents. Même si c'est difficile tous les jours, je sais que plus tard, j'aurai un tiers-temps pour les diplômes. C'est du temps en plus et on peut même avoir une aide de vie scolaire. C'est une AVS et j'en ai une à l'école pour m'aider. Il est important de se faire diagnostiquer par un professionnel dès le plus jeune âge, de demander des aides et de montrer à l'enfant comment s'organiser et de bien comprendre un exercice, lui donner des astuces. 6 à 8% des Français sont atteints de ces troubles. Vous n'êtes pas seul, 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques, 3% sont dyspraxiques et 2% dysphasiques. Il faut en parler. C'est courant et vous ne devez pas vous sentir rejeté et dévalorisé. Vous êtes souvent plus intelligent que la moyenne avec une capacité d'adaptation énorme. Ayez confiance en vous, vous êtes des super-héros et votre cerveau réfléchit tout le temps sur le monde dans lequel on est. Et mon 2e projet du coup de l'année d'après, vu que je ne l'ai pas eu la première année, c'était sur le parfum Guerlain.
Et du coup, je n'ai pas fini mon projet parce qu'on n'est pas passé à l'oral, parce qu'il y a eu le Covid, donc c'était en 2020, l'année dernière. Donc ça passe très très vite. Et du coup, voilà, je n'ai pas pu le finir, mais je vais pouvoir vous mettre quelques dossiers, enfin quelques mises en page que j'ai faites pour Guerlain. J'ai aussi fait du coup, je n'ai pas parlé de mon alternance. Très gros sujet avec moi. Mon alternance s'est mal passée. Ça a duré 5 mois. Alternance en graphisme, c'était technicienne polyvalente. Mais du coup, voilà, en fait, je faisais un peu de tout. C'était dans une entreprise de signalétique. C'était quand même assez diversifié, donc ça m'a toujours appris des choses. C'était pas forcément ça que je voyais. Mais ça m'a appris des choses et en fait, grâce ou à cause de cette expérience, j'ai pu me dire que je n'étais pas faite pour la vie en entreprise, du moins dans le graphisme, et que ça me plaisait pas de recevoir des ordres pour de la créativité. En fait, je trouvais ça un peu... Je sais pas, c'est juste pas fait pour moi en fait. Suite à ça, je me suis dit, Marion a fini son année de BTS et qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, 2 ans auparavant, je m'étais renseignée pour devenir micro-entrepreneur. Du coup, je suis devenue micro-entrepreneuse en tant que graphiste. À l'époque, c'était pas encore les mêmes textes de loi. Macron n'avait pas passé en fait les lois 2020 et 2021, vu qu'à l'époque je me renseignais déjà, c'était assez tôt. Mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo, c'est très très vaste pour les politiques et comment devenir micro-entrepreneur, etc. Ce qu'il faut fournir comme document, c'est très très large. Du coup, je vous referai une autre vidéo, sinon elle va durer une demi-heure et c'est pas intéressant pour vous. J'ai donc cherché les clients, les trouver. Alors, les chercher, c'est facile. Les trouver, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, il faut que la personne soit hyper organisée, hyper polyvalente et hyper disciplinée. La discipline, c'est hyper important. C'est-à-dire, c'est comme une journée de taf normale. C'est comme si tu étais employé en fait, mais que tu es ton propre patron, tout simplement, que tu te gères toi, tu gères tes horaires. Et forcément, si tu vas taffer plus, tu auras plus de retour que si tu t'as fait 2 heures par jour et que tu te disais, bon bah allez, peut-être que ça va passer. C'est sûr que ça passera pas. Le domaine de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Et il y en a qui vont être vachement à l'aise et qui vont y arriver directement. Il y en a qui vont vraiment traîner les choses, qui vont tout le temps être procrastinateurs. Il faut se faire violence quand on est entrepreneur parce que ça demande énormément d'efforts pour peu de choses. J'avoue, hein, je suis transparente avec vous. Prendre des notes. Prendre beaucoup de notes. Se renseigner pour toutes les démarches administratives, le législatif. Il faut réussir à se démarquer. Il faut réussir à se trouver un style. Un style graphique, quand on veut devenir graphiste, forcément il faut se trouver un style. Et moi, j'avoue que c'était pas mon fort. Ça peut être très facile pour une personne comme très difficile pour une autre. Pourquoi j'ai arrêté cette entreprise? Parce que tout simplement, je n'avais pas de clients. Alors, en fait, j'ai vraiment trimé et j'ai vraiment bossé pour arriver à trouver des clients. J'en ai trouvé quelques-uns, j'en ai trouvé une dizaine ou une quinzaine. J'ai fait des devis, des factures, ça aussi très important. Savoir comment faire un devis, savoir comment faire une facture. Il y a des applications qui sont faites pour ça, je peux vous les marquer ici. Il y a aussi des applications, bon moi j'utilisais les logiciels Adobe, donc InDesign, etc. pour faire mes devis, mes factures, parce que forcément vu que je suis issue de graphisme, voilà, je sais le faire.
Pas tout le monde sait le faire, donc je peux vous conseiller aussi des logiciels qui sont gratuits et faciles d'accès. Enfin voilà. Après, si vous êtes à l'aise avec les tableaux Excel, faites des tableaux Excel. Franchement, ça dépend de chacun. Vous allez vous trouver vos méthodes au fur et à mesure, au fil du temps. C'est super simple au final. Mais il faut être rigoureux et discipliné encore une fois. C'est vraiment voilà, des maîtres mots quoi. Et vu que je ne trouvais pas de clients, c'était super compliqué de démarrer. J'ai fait des cartes de visite, j'ai fait des flyers, j'ai fait des logos, j'ai fait des montages vidéo. Mon projet pour les troubles 10 justement, je suis allée auprès d'une association. Alors il y avait Dispositif. J'ai travaillé pour Réseau 10, donc d'abord. J'ai fait des interviews en fait pour mon projet. Je pourrais vous mettre quelques extraits là. Bonjour, je suis Véronique Pelon, chef de service du CESAD Réseau 10 depuis septembre 2018. Tout le monde peut-il être 10? Ça peut être des facteurs génétiques. Après, comme tout handicap, il se développe ou pas. Cela persiste-t-il forcément à l'âge adulte? Oui, même si la dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, tous les multidys peuvent être rééduqués, ils ne disparaissent pas, elles peuvent être atténuées, mais c'est un handicap, donc ça ne disparaît pas à l'âge adulte. Je suis Stéphanie Scala, je suis éducatrice spécialisée au CESAD Réseau 10 depuis un an, bientôt un an, que j'ai pris mon poste, et sinon je suis éducatrice spécialisée depuis 10 ans. Selon vous, comment reconnaît-on un enfant 10? Je ne fonctionne pas comme les enfants ordinaires, je dirais. Tout le monde peut-il être 10? Eh ben non. Non, ça, bon, d'après les neurosciences, hein, toujours, ça vient c'est de naissance déjà, voilà. C'est des connexions au niveau du cerveau qui ne sont pas développées de manière typique. C'est des enfants qui ont des cerveaux atypiques, donc qui fonctionnent de manière différente. Bonjour. Donc moi je suis le docteur Michel Adib, je suis président de l'association Réseau 10, dont vous avez vu quelques-uns des membres, qui sont des professionnels de santé. Comment je peux faire dans ma classe pour reconnaître un enfant 10? C'est intéressant comme question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent découler de ça. Par exemple, le fait d'éviter un retard de diagnostic. Oui. Ça persiste forcément à l'âge adulte. Alors parfois c'est subtil, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'en apercevoir, mais la personne qui le vit, elle s'en aperçoit tout le temps, parce qu'elle sait que, à moins qu'elle n'ait pas encore réalisé ou qu'on ne lui ait jamais dit quel terme ça portait, mais elle sent forcément une différence. Réseau 10 m'a rappelé pour faire une vidéo sur le lien entre la musique et le cerveau chez les personnes à trouble 10, chez les enfants. On présente un atypisme scolaire, Andrea. Pour le moment, on a une suspicion d'atypisme scolaire. On ne pose pas de diagnostic, c'est pas notre job ou à l'école de dire il a tel ou tel atypisme scolaire. Mais on sent bien qu'il y a un atypisme. Ce qui me paraît super intéressant dans la rigueur et la capacité, le développement de la capacité attentionnelle. Voilà. Donc on a fait des projets avec des instruments et du chant, un projet tantôt l'un, tantôt l'autre, un projet où ils chantaient et ils jouaient en même temps. On peut arriver dans une nouvelle ère où l'enseignant dit « moi je ne sais pas la compétence musicale, en revanche moi je veux bien que l'expert il mette en œuvre mes idées, il me dise quelle est la capacité de faisabilité, le degré de faisabilité de ce projet, jusqu'où on peut le mener. » De créer une multidisciplinarité, donc en sachant qu'on avait besoin de créer des outils concrets pour les enseignants. Je vais vous présenter mes recherches, mais sous un nouvel angle en fait, sur lequel je travaille depuis pas très longtemps. C'est la même chose, mais vu d'un point de vue comment fonctionne un cerveau. Si quelqu'un vous dit qu'il pense savoir comment fonctionne le cerveau, c'est que c'est pas un vrai scientifique. Et les scientifiques ne savent pas. Et ce sont tous des enfants qui ont des troubles 10 relativement sévères. Hein. On appelle ça multi-10, nous. On appelle multi-10. Et c'était vachement intéressant, toute la partie sur les neurosciences, sur le cognitif, la musique, tout ça, c'était hyper intéressant. Ensuite, du coup, suite à ça,
J'ai décidé de me mettre au chômage parce que je ne trouvais pas d'emploi et puis je ne savais pas encore quoi faire, je ne savais pas si je me réorientais ou pas. J'ai travaillé chez Leroy Merlin pendant 3 mois l'été dernier, c'était vachement gratifiant, super cool, c'est toujours une expérience à vivre et c'est polyvalent sportif, ce sont des grosses journées, on peut faire des 8h, 20h, mais c'est hyper gratifiant, franchement je le conseille à tout le monde. Donc j'ai décidé de tout arrêter. Le Pôle emploi m'a demandé du coup d'arrêter ma micro-entreprise parce qu'en fait quand on a une micro-entreprise à Pôle emploi on gagne moins et ça a été fini. Ça fait 1 an et demi que je travaille sur ma marque de vêtements. Alors ça a été très vaste, ça a été très compliqué, il y a énormément de démarches à suivre. Pour ceux qui sont intéressés, je ferai une autre vidéo sur ce sujet-là. C'est hyper complexe. Il y a énormément de choses à apprendre, il y a énormément de choses à savoir, il y a énormément de connaissances, il y a beaucoup de disciplines à avoir, de travail à fournir pour vraiment pas beaucoup de choses au début, mais franchement ça en vaut la peine. J'ai toujours eu la motivation, même dans les moments où ça a été compliqué, j'ai eu la motivation et c'est ce qui paye au final. Là à l'heure actuelle j'ai ma boutique en ligne, mon site qui explique en fait le projet de ma marque, Overmind. J'ai fait quelques commandes, donc j'ai passé quelques commandes à des potes, à ma famille. J'ai passé aussi des commandes, en règle générale. On va parler aussi de marketing. Alors moi, je suis pas fan du marketing, même si du coup c'est énormément de marketing dans les marques de vêtements, forcément. Mais du coup, tout ce qui est créativité, tout ce qui est le côté des lois, de comment s'organiser, comment créer une boutique en ligne, tout ça je l'ai fait, j'ai tout fait de A à Z. Il y a quelques potes qui m'ont aidé, il y en a qui m'ont donné des avis, franchement qui m'ont vraiment aidé, donc ça a été super gratifiant pour moi dans tous les domaines. Ça marche pas encore mais ça a mis beaucoup de temps à se faire, du moins. Ça fait du coup 1 an et quelques que je suis sur le projet, donc j'ai commencé en mars, début mars, début Covid l'année dernière. Moi le Covid m'a apporté du coup le domaine professionnel. Voilà. J'ai fait une petite fiche, j'ai écrit tout le processus et mes étapes pour mon projet. Donc tout ce que j'ai eu à faire pour créer mon projet et créer ma marque de vêtements en termes généraux, que ce soit boutique en ligne, création de graphisme, etc. Il y a tout qui est marqué dessus. Je ferai une vidéo exclusivement que pour ça. Mais du coup, je vais vous parler un petit peu de mes étapes de projet. Donc, j'ai créé mon logo. J'ai analysé la concurrence, très important. J'ai créé du coup tout ce qui est adresse mail pro, etc. Mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est hyper important, je l'ai fait. Ensuite, j'ai fait toute la partie de Google Domain, toute la partie Shopify, parce que j'utilise Shopify pour ma boutique en ligne. Donc texte de loi, politique de confidentialité, politique de livraison, politique de retour, etc. Voilà, il faut tout faire. Ensuite, j'ai eu pas mal d'extensions à installer. J'ai utilisé le pixel Facebook du coup pour créer des audiences. Ça aussi, je vous en parlerai. J'ai installé des applications sur le téléphone pour m'aider. Donc ça aussi, tout ce qui est Suite Business, Mailchimp, Analytics. Tout ça, je vous expliquerai en détail. Ce qu'il faut retenir sur les charges du coup d'entreprise. Alors pour ma part, parce que c'est pas pareil si on est artisan, si on est dans le commerce, si on est c'est pas pareil. Les micro-entrepreneurs n'ont pas de TVA, mais on peut demander l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide pour les commerciaux. Sur les charges, en fait, on a moins de charges et petit à petit, chaque année, ça nous augmente les charges. Ça dépend en fait du travail, de la catégorie, de plein de choses. Ça dépend vraiment de plein de choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre sans problème. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, des retours. Si j'ai loupé quelque chose qui est important pour vous à me dire, il n'y a pas de problème, je répondrai. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine et des bisous.